Bonjour à tous, Nadine Morillo au Cariforef. On est ensemble aujourd'hui pour vous permettre de découvrir l'outil Explorama avec sa co-auteure Sylvie Daré. Bonjour Sylvie. Bonjour Nadine. Donc on est ensemble pour 1 heure et demie avec l'idée de vous permettre de découvrir, de redécouvrir peut-être cet outil qui a évolué récemment et qui donc est basé sur l'image pour aborder les notions d'environnement professionnel, maintenant de compétences dans le travail du projet professionnel. Et donc, l'idée, c'est d'en savoir plus avec vous, Sylvie. Peut-être pour vous dire un petit peu comment ça va être organisé. Est-ce que, Sylvie, vous voulez bien passer juste à la diapo sur notre déroulé? Voilà. Donc, d'abord, Sylvie, vous allez nous présenter un peu la philosophie, la finalité de l'Explorama, puis développer la notion d'environnement professionnel, visualiser des photos des planches avec ces environnements, montrer quelles consignes peuvent être utilisées, visualiser des vignettes d'images de gestes professionnels et également voir quelles consignes peuvent être utilisées. Vous n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure à Sylvie. C'est moi qui lui relayerai. Je disais juste avant que le temps nous permet pas a priori de pouvoir vous donner la parole en direct. On verra si jamais on est en avance à la fin, peut-être on permettra d'ouvrir les micros, mais pour respecter le timing, le mieux étant que voilà, vous puissiez vous posiez vos questions par la fenêtre de conversation. Eh bien, sans plus tarder, Sylvie, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bien, donc, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Nadine d'avoir invité pour faire cette présentation. Donc, en effet, moi, je suis co-auteure de l'Explorama et je suis la responsable des éditions Qui plus est que j'ai créées il y a une vingtaine d'années. Donc, mon métier consiste à publier et surtout à travailler sur des outils d'orientation tels que l'Explorama et à des outils d'orientation qui sont tous des outils d'orientation éducatifs. Euh, donc, je vais juste, dans la philosophie d'Explorama, prendre 2-3 minutes pour vous expliquer un peu la posture qu'il y a derrière ces outils éducatifs. Dans vos accompagnements, vous utilisez peut-être deux types d'outils. Il y a les outils scientifiques, qui sont plutôt du côté des tests, des questionnaires d'intérêt, etc. Et les outils éducatifs, tels que l'Explorama, qui sont des outils qui sont construits de manière tout à fait pragmatique et qui visent à permettre à la personne à continuer à se développer. Donc, l'outil Explorama, c'est un outil d'exploration, comme son nom l'indique, et c'est un outil qui n'a pas été construit pour apporter une réponse toute faite à la personne, mais c'est un outil qui vise au développement de la personne. Ça veut dire que utiliser l'outil Explorama, comme n'importe quel outil éducatif, c'est être intimement convaincu que toute personne, quelle qu'elle soit, a toujours les capacités de se développer. Et ce que nous allons proposer, nous, dans l'Explorama, ce sont des activités qu'on appelle des mises en situation qui vont permettre à la personne justement de continuer à se développer et d'apprendre des choses sur elle et sur la réalité de l'environnement économique. Voilà, donc c'est un outil qui, pour vous, professionnels, vous met dans une posture où vous ne savez pas forcément ce qui va se passer, puisque c'est la personne par elle-même, par son travail, qui va apprendre des choses sur elle et sur la réalité de l'environnement. Donc on est vraiment sur un outil de médiation qui va ouvrir le champ des possibles. C'est le but de l'Explorama, hein, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles et qui va aussi permettre une parole un peu plus facile grâce à l'utilisation de la photo. Alors, la particularité de l'Explorama, c'est que nous l'avons construit autour de la notion d'environnement professionnel. On est parti d'un constat tout simple, c'est qu'il n'existe pas d'outil au jour d'aujourd'hui qui place l'environnement professionnel
comme un facteur déterminant dans nos réflexions sur l'orientation, sur les transitions. Alors, on n'a rien inventé, hein, on travaille toujours la notion d'environnement professionnel quand on travaille l'orientation ou le projet, mais nous, notre pari, c'est de nous dire, ben, finalement, ce qui est peut-être le plus important pour une personne, ce n'est pas le métier qu'elle va exercer, ce ne sont pas les activités qu'elle va réaliser, mais c'est l'environnement professionnel, c'est l'univers de travail dans lequel elle va évoluer. Ce qui veut dire que quand on va utiliser l'Explorama, dans un premier temps, on va oublier les métiers. On ne va plus parler métier, on va parler environnement professionnel. Ce qui n'est pas habituel en fait, parce que ben, la seule question qu'on nous pose depuis qu'on est tout petit, c'est quel métier tu veux faire plus tard. C'est pas dans quel environnement tu as envie d'être. Ce qui veut dire qu'il faut prendre un petit peu le temps pour expliquer aux personnes ce que c'est que cette notion d'environnement professionnel. L'Explorama, c'est un photolangage, mais si vous utilisez directement les photos, sans expliquer aux personnes qu'elles vont visualiser des environnements professionnels, naturellement, elles vont regarder les photos et elles vont chercher des métiers. Et elles vont être déçues parce qu'elles ne vont pas trouver les métiers qu'elles cherchent. Et c'est normal puisque notre but à nous, c'est bien de montrer des environnements professionnels. Donc, c'est ça qu'on cherche. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous ne connaissez pas certains environnements, si vous ne savez pas qu'ils existent, vous ne pouvez pas y penser. Ça va être le cas, par exemple, des jeunes qui ont peu d'expérience professionnelle, mais ça peut être également le cas de personnes qui ont très longtemps travaillé dans un même type d'environnement et qui, du coup, n'arrivent plus à explorer de manière très large. Et puis, moi, j'ai voulu construire cet outil parce que les travaux de psychodynamique du travail, notamment les travaux de Christophe Dejour, montrent que pour beaucoup de personnes, la souffrance au travail provient beaucoup plus souvent de l'environnement professionnel que du métier que l'on exerce. Et à contrario, quand on interviewe des personnes qui sont très épanouies dans leur travail, elles vous parlent beaucoup de leur environnement. Donc finalement, je me suis dit, si ce qui permet à une personne de s'épanouir ou au moins de ne pas souffrir dans son travail, c'est de trouver le bon environnement, l'environnement qui lui convient, et plutôt que de demander à une personne quel métier vous voulez faire, je vais lui demander dans quel environnement vous vous sentiriez bien, vous aimeriez passer votre journée ou une partie de votre journée de travail. Et une fois que la personne aura trouvé cet environnement, on pourra aller chercher les métiers qui lui sont accessibles. Voilà, donc l'idée, c'est de réfléchir à cette notion d'environnement. Alors, dans le manuel de l'Explorama, on propose différentes situations pour pouvoir réfléchir. Là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne pourrais pas faire quelque chose de très interactif, mais ce que je vous propose quand même, c'est de réfléchir pour vous-même, si vous pouvez prendre une petite feuille de papier, ou de dessiner ou d'écrire en quelques mots à quoi ressemble l'environnement d'un jardinier ou d'une jardinière, à quoi ressemble l'environnement d'un comptable et d'un ambulancier. Donc l'idée, c'est que vous vous imaginez en train de, ou vous visualisez un jardinier en train de travailler ou un comptable et vous vous dites à quoi ressemble son environnement, qu'est-ce qui vient le composer. Alors, n'hésitez pas à proposer aux personnes de dessiner, hein, même si elles ont un très bon niveau, c'est toujours riche, ou sinon vous pouvez écrire si c'est plus simple pour vous. Vous pouvez vous demander, par exemple, est-ce que la personne qui travaille est dehors, est dedans? Est-ce qu'elle travaille à la lumière naturelle? Est-ce qu'elle travaille à la lumière artificielle? Elle utilise peut-être des outils ou des machines. Essayez de penser aussi peut-être à l'ambiance de travail de cette personne.
Je vous laisse 2 minutes pour noter ça sur une feuille. Une fois que vous avez noté les différents éléments qui venaient caractériser ces trois environnements, ben, vous pouvez relire ou regarder vos dessins et vous pouvez vous poser une question pour vous. Qu'est-ce que moi j'aimerais retrouver dans mon emploi qui existe dans ces environnements? Quels sont les éléments qui pour moi seraient importants? Qu'est-ce qui me donnerait envie d'aller travailler dans cet environnement? Alors, vous pouvez prendre un élément de l'environnement du jardinier, un élément du comptable, peu importe, comme pour vous constituer un environnement professionnel idéal pour vous. Donc, vous pouvez entourer les mots ou entourer sur vos dessins ce qui est important pour vous. Alors, si des personnes veulent partager dans le chat des éléments d'environnement ou veulent réagir, Mm, n'hésitez pas, hein, et puis Nadine va nous c'est une relayer. bonne idée. Mm. Si des personnes veulent nous dire qu'est-ce qui serait très très important pour elles, qu'est-ce qu'elles apprécieraient particulièrement, ou qu'est-ce que vous appréciez peut-être déjà dans votre environnement actuel, comme ça on peut partager si vous voulez. N'hésitez pas à nous partager quelques mots-clés. Ce que l'on propose aux personnes, et ce que je suis en train de vous proposer, alors d'une manière extrêmement rapide, hein, évidemment on prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus détaillé dans le manuel, mais ce que l'on cherche à faire, c'est à ne pas prendre en compte les contraintes de la réalité et on propose aux personnes d'identifier qu'est-ce qui serait particulièrement important pour elles, quels sont les critères, quels sont les éléments qui leur permettraient de se sentir bien dans un environnement professionnel. On est vraiment sur une phase d'exploration, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de ni de choisir son environnement, encore moins de choisir son métier. On est en train d'apprendre à se connaître et à trouver ce qui a de l'importance pour nous. Alors, je crois qu'il y a des choses qui apparaissent dans le chat, Nadine. Tout à fait. Alors, par exemple, travailler avec les autres en équipe, horaire de jour, dans un bureau, avec du contact humain, paysage, nature, extérieur, équipe, les relations humaines, la concentration, la diversité, contact humain, lien avec une équipe, contact, équipe, bureau, horaire jour-nuit, travail en intérieur, relationnel. Super. Alors, ça, c'est tout l'avantage de travailler en collectif, hein, c'est qu'évidemment, ben, on n'aime pas tous les mêmes choses, donc on va s'enrichir de ce que disent les uns et les autres, et on va proposer à la personne d'identifier comme ça un espèce d'environnement idéal. Alors, encore une fois, là, je l'ai fait très rapidement, on peut le faire sous forme de visualisation, on peut le faire sous forme de brainstorming, etc. Et puis on arrive petit à petit, on est parti donc de l'environnement de rêve, qu'est-ce qui est très important pour moi, et puis on va arriver petit à petit à une définition de ce qui vient composer un environnement professionnel dans la réalité, dans la vraie vie. Alors on fait chercher cette définition aux personnes selon le niveau qu'elles ont, et puis on en propose une dans l'Explorama que je vais partager bien sûr avec vous
Alors, ce dont nous nous sommes aperçus quand on a réfléchi à cette notion d'environnement, c'est qu'un environnement est composé d'éléments assez objectifs, en tous les cas d'éléments assez faciles à identifier, et puis des éléments un peu plus subjectifs. Dans les éléments facilement identifiables, il y a tout simplement l'espace, le lieu dans lequel je vais travailler. Certaines personnes dans le chat ont parlé de nature, par exemple. Ben voilà, est-ce que je suis dans la nature? Est-ce que je suis dans un petit bureau, un atelier, un open space, etc. Donc, quel est l'espace, le lieu dans lequel je vais travailler? Dans quelle zone géographique se trouve cet espace? Est-ce que je travaille en cœur de ville? Est-ce que je travaille dans une zone artisanale? Est-ce que je travaille à la campagne? Et quel est le temps de trajet ou la distance qui me sépare de mon travail? C'est-à-dire quel temps je vais mettre pour aller travailler le matin et rentrer le soir? Certaines personnes veulent être le plus près possible de leur lieu de travail, d'autres au contraire préfèrent avoir un sas. À l'intérieur de cet espace, de ce lieu, il va peut-être y avoir des outils ou des machines. C'est pas la même chose de travailler face à un mur d'écran d'ordinateur que derrière un établi avec des petits outils ou dans une usine avec des très très grosses machines ou peut-être sans aucun outil, aucune machine. Il va y avoir des personnes ou peut-être des animaux. Certains d'entre vous ont parlé de ça, apparemment, de travailler en équipe. L'idée, c'est est-ce que dans mon environnement professionnel, il y a des personnes? Et si oui, quel type de relation j'entretiens avec ces personnes? Je travaille peut-être seule, mais dans un lieu où il y a d'autres personnes. Je travaille peut-être en équipe. J'ai peut-être des relations avec des personnes extérieures à ma structure, des patients, des clients, des partenaires, etc. Donc, y a-t-il des personnes et quel type de relation j'entretiens avec elles? Il y a tout l'espace sensoriel. Donc nous, on est parti de l'idée des stimuli, c'est-à-dire quelles sont les perceptions que je perçois à travers mes sens. Donc c'est l'idée de ce que je peux voir, de la lumière, des odeurs, du bruit. Pour certaines personnes, elles vont être très sensibles, par exemple, être dans un environnement particulièrement calme, plutôt sonore. Et puis dans les sens, il y a le toucher également, qui est très important pour certaines personnes qui sont en contact avec de la matière ou avec des matériaux, le toucher peut être particulièrement important. Et enfin, il y a un dernier élément objectif qui est très très important, c'est toute la réglementation. Quelles sont les règles qui viennent s'appliquer dans mon environnement professionnel? On va peut-être m'imposer un uniforme de travail, on va peut-être m'imposer des règles d'hygiène particulièrement strictes, des règles de sécurité, etc. Donc, est-ce qu'il y a une réglementation qui vient comme ça colorer, teinter l'environnement professionnel? Et puis, à côté de ces éléments identifiables, il y a des éléments plus subjectifs. Il y a tout ce qui tourne autour de l'ambiance de travail. Dans quelle ambiance de travail j'ai envie d'évoluer? Au-delà de la convivialité, il peut y avoir l'idée d'une ambiance particulièrement apaisée, une ambiance très très zen, très calme. Ou est-ce que je préfère une ambiance complètement survoltée où il y a une espèce de stress général et où tout le monde court partout? Qu'est-ce qui, moi, me convient? On a fait une grosse catégorie organisation du travail. Dans l'organisation du travail, nous avons mis l'organisation du temps de travail. Certains d'entre vous dans le chat disaient travailler de jour. Ben, c'est ça, c'est est-ce que je veux travailler de jour? Est-ce que je veux travailler la nuit? Est-ce que je veux travailler les 3-8? Est-ce que je veux avoir des horaires décalés? Donc, comment s'organise mon temps de travail? Et comment est organisé mon travail en lui-même? Est-ce que je préfère avoir des tâches qui sont prédéfinies pour moi, c'est-à-dire que je vais réaliser ce qu'on me demande, lorsque j'ai terminé cette tâche, je passe à une autre tâche, etc., etc. Ça veut dire que je n'ai aucune autonomie dans l'organisation de mon travail, ce qui signifie que je n'aurai peut-être aucun aléa à gérer dans la journée, donc ça peut être extrêmement rassurant pour certaines personnes. Je fais ce qu'on me demande, c'est organisé et je n'aurai pas de stress au niveau de l'organisation.
Ou bien est-ce que je préférerais avoir une organisation plutôt par objectif, c'est-à-dire qu'on me demande d'atteindre un objectif et je m'organise comme je veux pour atteindre cet objectif. Donc beaucoup plus d'autonomie, peut-être beaucoup plus de responsabilité, mais aussi des aléas à gérer et peut-être quelque chose de plus stressant. Donc encore une fois, la question est, qu'est-ce qui, moi, me conviendrait le mieux? Proche de l'organisation du travail, il y a forcément les modes de management. Est-ce que je préférerais être dans une structure où les décisions sont prises par la direction, c'est très descendant, on les applique et on n'est absolument pas associé à la réflexion, encore moins à la prise de décision. Et moi, ça me convient, je veux aucune responsabilité, je veux faire ce qu'on me demande, mais je ne veux pas m'impliquer plus que ça. Ou bien est-ce que je préférerais un management qui soit un petit peu plus horizontal, où on va réfléchir ensemble et on va peut-être même prendre les décisions ensemble. Et enfin, il y a un dernier élément qui est très difficile à identifier, mais qui est particulièrement important. Quelles sont les valeurs qui sont véhiculées ou justement qui ne sont pas véhiculées par la structure pour laquelle je travaille? C'est-à-dire que tout peut être idéal, hein. Je peux être dans un environnement de rêve absolu. Le lieu est magnifique, mon manager a tout compris, je m'organise comme je veux, tout me convient. Mais si à longueur d'année, on me demande de défendre des valeurs qui sont éloignées, voire contraires aux miennes, on sait que le maintien en emploi en bonne santé mentale est quasiment impossible. C'est-à-dire que c'est très très compliqué d'être obligé de défendre des valeurs qui viennent percuter les nôtres. Hein. Nos valeurs, c'est vraiment notre colonne vertébrale, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et malheureusement, les cas de burn-out nous renseignent beaucoup là-dessus. Alors, ce n'est pas du tout la seule explication des burn-out, mais c'est souvent le cas. Et le problème des valeurs, c'est que tant que nous ne sommes pas en train de travailler dans la structure, elles sont difficiles à identifier. Parce qu'on ne sait pas comment on va les ressentir une fois qu'on est dedans. Parce qu'il peut y avoir parfois un certain décalage entre les valeurs qui sont affichées par une structure et ce que l'on ressent quand on travaille dedans. Mais c'est quelque chose de très important. Voilà la définition d'un environnement de travail. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers l'Explorama? C'est à comprendre, c'est à permettre à la personne d'identifier qu'est-ce qui est le plus important pour elle, qu'est-ce qu'elle aimerait retrouver. Est-ce que c'est à tout prix travailler dehors, être avec des personnes, ou bien c'est avoir une certaine organisation? Quels sont les éléments avec lesquels je m'arrangerai toujours et je pourrais faire des compromis? Et quels sont ceux qui, pour moi, sont vraiment primordiaux et que je veux retrouver dans mon futur emploi. Et puis l'idée de l'Explorama, c'est aussi de se dire que si on ne réfléchit pas à un métier en le contextualisant dans un univers de travail, on ne va pas comprendre ce qui nous motive dans ce métier et on ne va pas comprendre à quoi ressemble le quotidien. C'est-à-dire que si je suis une infirmière, si je suis une infirmière qui va de patient en patient à leur domicile, ou une infirmière dans un établissement scolaire, ou une infirmière dans un hôpital, on a le même diplôme, mais qu'est-ce qu'on a en commun? Pas les espaces, certainement pas les machines, j'ai pas les mêmes collègues, j'aurai quelques stimuli peut-être qui vont se rapprocher, les règles seront différentes et tout le reste sera différent, peut-être justement sauf les valeurs. C'est quelle infirmière j'ai envie d'être, moi? L'infirmière dans le collège ou l'infirmière dans l'hôpital? Et ça, il n'y a que l'environnement de travail qui va pouvoir nous permettre de comprendre ce qui est important pour moi, en fait, dans le métier d'infirmière. Voilà pour la définition. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions peut-être par rapport à ça ou des choses qui ne seraient pas claires si vous voulez les indiquer dans le chat avant que je vous montre les photos de l'Explorama? Je suis désolée, je vais assez vite. J'essaye de tout faire en 1 heure et demie. Est-ce qu'il y a des réactions, Nadine, ou pas? Peut-être que, enfin voilà, vous pouvez continuer et que les questions arriveront un petit peu plus tard. Et Ok, les personnes disent, en tout cas, c'est très clair, Sylvie, pas de problème, c'est pas trop rapide, d'accord. enfin, c'est au contraire, c'est très clair. Ok, super. Une fois qu'on a cette définition d'environnement de travail, ben, on a tout simplement construit l'Explorama.
Alors, pour construire l'Explorama, on a fait ce que vous venez de faire. On a réfléchi à ce qu'était un environnement professionnel. On a interviewé beaucoup de professionnels. Et puis, notre document de travail, ce sont les fiches ROM alors à l'époque, c'était Pôle emploi, maintenant de France Travail. Nous avons lu toutes les fiches ROM. Et ces fiches ROM ont un avantage, c'est qu'elles viennent toujours décrire l'environnement de travail. Donc, on a pu avoir cette définition et nous avons identifié qu'il existait 48 environnements professionnels différents. Alors, encore une fois, l'Explorama n'est pas un outil scientifique. Ça veut dire que je n'ai pas fait une étude scientifique pour savoir combien il existait d'environnements. C'est notre lecture à nous des fiches ROM et les échanges que nous avons pu avoir avec les branches professionnelles. Donc, on a monté un photolangage avec 48 environnements professionnels et chaque environnement professionnel est toujours représenté par 4 photos différentes. L'idée, c'est que, excusez-moi, je voulais introduire de la diversité, c'est-à-dire que dans un même environnement, par exemple, ça c'est un seul environnement, on va avoir 4 photos qui symbolisent un environnement où visiblement les personnes travaillent avec des animaux. Donc, à chaque fois, on a 4 photos différentes. Moi, je vous explique comment je l'ai construit. Donc, je vous dis qu'il y a 4 photos. Vous n'êtes pas du tout obligé d'expliquer ça à la personne. Ça va dépendre des individus. Il y a des personnes qui ont une vision très générale des choses et qui vont même pas voir qu'il y a 4 photos. Elles vont se dire, ah, c'est tel environnement. Et puis des personnes qui ont des visions un peu plus fines et qui vont rentrer dans chaque photo et qui vont aller chercher le détail de chaque photo. Peu importe que vous aimiez l'idée générale, que vous aimiez une photo, 2 photos, 3 photos, on va dire que vous aimez l'environnement. Donc, une fois que la personne a bien en tête, je vais arrêter le partage une minute parce que je vais passer sur les photos. Une fois que la personne a bien en tête ce qu'est un environnement professionnel, on va lui proposer de regarder à son rythme à elle les 48 environnements professionnels et on va lui donner qu'une seule consigne que vous allez avoir en tête quand je vais vous montrer là, les photos d'environnement. La consigne est très simple. La consigne est, vous regardez chaque environnement et vous ne vous posez qu'une seule question. Est-ce que j'aimerais travailler dans cet environnement? Quand je vois cet environnement, est-ce que ça me donne envie d'y aller pour travailler? Peut-être que quelques heures par jour, peut-être que quelques jours par an. Encore une fois, l'Explorama, c'est un outil d'exploration. Donc l'activité qu'on va vous proposer maintenant n'est pas une activité où je vais choisir, c'est une activité où je vais découvrir la diversité des environnements et où je vais essayer de trouver tout ce qui pourrait m'attirer. Même si je ne sais pas ce que j'y ferai, même si je ne m'estime pas compétente, c'est-à-dire que surtout si on a déjà un peu d'expérience, on peut visualiser un environnement et on peut se dire, ah ça c'était mon rêve, j'aurais rêvé de travailler là, mais c'est pas possible pour moi. On s'en fiche, on n'est pas en train de choisir, tout est possible. Vous verrez après comment on retourne à la réalité. Alors, je vais partager les photos de l'Explorama. Je suis désolée, c'est parce que je suis obligée de repasser sur un autre document. Et pour tout vous dire, mon ordinateur est en train de faire une mise à jour, donc Ah c'est un mince, peu compliqué. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. ça tombe toujours au bon moment. Et sinon, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que c'est bon, Nadine? Est-ce que vous voyez Ça va mon arriver. écran? Là, voilà, c'est bon. Ok, super. Donc, on a bien nos 4 photos différentes. Ça, c'est le premier environnement et vous pouvez le faire pour vous hein, si vous voulez jouer ce matin. L'idée, c'est que vous regardez cet environnement, vous essayez de vous rappeler ce qu'on a vu précédemment sur ce qui était un environnement et vous vous dites, est-ce que j'aimerais travailler là?
Alors pour ça, on se dit, est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a une lumière particulière? Est-ce que j'utiliserai des machines? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je suis avec des gens? Etc., etc. Et la personne retient autant d'environnements qu'elle veut. Alors, je vais vous les faire défiler plus ou moins vite pour que vous puissiez les visualiser. Il y a un numéro au centre de la photo. Dans la version papier, les personnes prennent en photo avec leur smartphone tous les environnements qui les attirent ou notent le numéro. Et dans la version numérique, elles choisissent en cliquant sur la photo et c'est retenu automatiquement. Donc, je vous laisse retenir tout ce qui vous attire.
Voilà, donc on propose à la personne de regarder ces 48 photos. Vous en avez peut-être retenu une, deux, 15, 22, je ne sais pas, ça dépend des personnes. Euh, L'idée, donc, si vous utilisez la version papier, et que vous faites du collectif notamment, moi, ce que je conseille, c'est de mettre les photos au mur avec de la pâte à fixe pour que les personnes soient en mouvement, qu'elles puissent circuler dans la pièce et choisir tout ce qu'elles veulent. Si vous êtes en individuel, vous pouvez les mettre au mur aussi, bien sûr, ou donner le paquet de photos à la personne pour qu'elle puisse les manipuler. Plus elle va manipuler, plus elle va être concentrée sur ses environnements professionnels. Une fois que la personne a retenu tout ce qui l'attirait, si elle en retient plus de 6 ou 8, ça peut être un peu fastidieux de la faire parler sur toutes ces photos. Donc, on va lui proposer de faire des catégories. On va lui proposer de mettre ensemble des environnements qu'elle aurait choisis pour des raisons similaires. Alors, ce sont ces catégories à elle, donc elles sont forcément justes. Nous, on ne va pas forcément comprendre les rapprochements, mais peu importe, hein, c'est la manière dont la personne voit les photos. Et ensuite, on va demander aux personnes de nous expliquer pourquoi elles aimeraient travailler dans ces environnements. Qu'est-ce qui est particulièrement important pour elles? Et en fait, à ce moment-là, on utilise l'Explorama comme un outil de connaissance de soi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le but, c'est de faire émerger les intérêts professionnels et les valeurs de la personne. Et la photo n'est qu'un prétexte. Alors les personnes vont avoir l'impression que ce n'est pas impliquant, puisqu'elles vont décrire un environnement professionnel, mais en fait, en expliquant pourquoi vous rêvez de travailler dehors ou pourquoi vous rêvez de travailler avec des enfants, etc., ben, vous expliquez où sont vos intérêts et vos valeurs. Et à ce moment-là, l'environnement professionnel est vraiment un prétexte et permet à la personne de découvrir où sont ses intérêts et ses valeurs. Et c'est ce que je vous disais en introduction, nous, on ne sait pas où la personne va nous emmener. On connaît le support, on sait comment on la questionne, mais c'est bien la personne qui, en s'exprimant, va pouvoir nous donner ses intérêts et ses valeurs. Alors, l'avantage, c'est que comme nous sommes sur un choix de photos, bah, on peut l'utiliser avec des personnes qui maîtrisent très peu ou très mal l'écrit et la lecture, tout comme avec des personnes qui ont un très bon niveau. Ça, c'est l'activité principale de l'Explorama. Donc, l'idée, c'est faire un travail de connaissance de soi à travers les environnements professionnels. Et les personnes sont souvent un peu bluffées par tout ce qu'elles arrivent à dire. Demander aux personnes de regarder les photos, d'expliquer pourquoi elles aimeraient travailler là, c'est un entretien qui est assez long, c'est un entretien qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Et en collectif, ça va vous prendre au moins 1 heure et demie aussi si vous voulez faire des petits ateliers. Ça veut dire que c'est l'outil que vous allez sortir quand dans un accompagnement, vous êtes avec une personne qui n'a jamais réfléchi sur elle, qui a du mal à parler d'elle, qui ne voit pas l'intérêt de travailler sur elle. Donc, on va pouvoir sortir l'Explorama à ce moment-là. On peut aussi utiliser l'Explorama quelque part à l'envers, c'est-à-dire que si vous êtes avec une personne qui est bloquée, par exemple, sur un métier, quelqu'un qui vous dit, je veux faire ce métier-là, et qui n'arrive plus à explorer, qui n'en démord pas. Même si vous dites, oh, je ne suis pas bien certaine que cette personne puisse faire ce métier, on va partir de là où en est la personne, hein. C'est vraiment l'idée des outils éducatifs et de l'Explorama, c'est qu'on part de la singularité de chaque personne. On n'essaye pas de contraindre les personnes à rentrer dans des catégories prédéfinies, on part vraiment de ce qu'elles disent et de là où elles en sont. Si vous êtes en collectif comme en individuel, moi je vous conseille de proposer aux personnes de s'entraîner, c'est-à-dire que vous prenez un métier qui est connu de la personne ou des personnes, mais qui n'est pas forcément, et même de préférence, pas un métier qu'elles ont envie d'exercer. Il faut juste qu'elles le connaissent. Dans l'Explorama, nous avons pris l'exemple du coiffeur. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce que pouvait faire un coiffeur. On a tous une représentation
ce que pouvait faire un coiffeur. Et la consigne est à l'envers, c'est-à-dire que là, ce qu'on va demander à la personne, on va lui proposer à nouveau toutes nos planches d'environnement et on va demander à la personne de regarder chaque planche et de se dire, est-ce qu'un coiffeur peut travailler dans cet environnement? Alors là, visiblement, ce sont plutôt des personnes qui travaillent dans des petits ateliers. Est-ce qu'un coiffeur pourrait travailler dans un petit atelier? Donc, oui ou non, c'est la personne qui va déterminer. Est-ce qu'un coiffeur pourrait travailler sur l'eau ou dans l'eau? Est-ce qu'il pourrait travailler dans la nature, etc. Est-ce qu'un coiffeur peut travailler dans l'univers du luxe? Ah bah oui, il y a une chance qu'il puisse travailler dans l'univers du luxe. Là, peut-être moins. Donc, on va passer comme ça, je ne vais pas tous les refaire. Est-ce qu'un coiffeur peut travailler sur cette planche qui symbolise l'humanitaire? Ben oui, c'est souvent retenu hein, pour tous les coiffeurs qui vont travailler dans la rue et qui vont aller aider certaines personnes. Est-ce qu'un coiffeur peut travailler dans l'univers du numérique? Ben, il y a certaines personnes qui disent ah ben oui, parce que pour faire certaines coiffures, on peut déjà les conceptualiser dans le numérique. On va défiler comme ça. Est-ce qu'un coiffeur peut travailler avec des enfants? Ben là, il est là, le coiffeur. Est-ce qu'un coiffeur peut travailler dans un environnement professionnel où on se déplace? Est-ce qu'il peut être dans un avion, dans un train? Alors, peut-être pas directement, mais si on estime, par exemple, qu'un coiffeur peut travailler à domicile, donc je suis coiffeuse et je vais au domicile des personnes. Ça veut dire qu'une bonne partie de ma journée, je vais la passer dans ma voiture. Donc, je ne vais pas coiffer dans ma voiture, mais pour aller au domicile de mes clients, je vais passer beaucoup de temps dans ma voiture. Donc, il vaut mieux que j'aime ça, et peut-être que ça va être un choix d'ailleurs. J'aimerais être coiffeuse, mais j'aime pas la routine, j'aime pas travailler toujours au même endroit, j'aime me déplacer, donc je vais retenir cette planche, etc., etc., etc. L'exemple du coiffeur marche très bien. Le coiffeur, il peut être à peu près dans une quinzaine d'environnements. Je peux être la coiffeuse qui vient donner des cours au CFA de coiffure, par exemple. Donc, on s'entraîne sur un métier qui ne nous concerne pas. Donc, en principe, les gens produisent beaucoup de choses. Et puis après, on le fait avec le métier qui nous intéresse. Admettons, je rêve d'être coiffeuse, c'est mon projet. Je vais essayer de trouver le maximum d'environnements dans lesquels je pourrais être coiffeuse. Et une fois que j'ai trouvé tous mes environnements, je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais être coiffeuse dans ces environnements et pas dans d'autres environnements. C'est-à-dire, est-ce que je veux être la coiffeuse qui travaille dans l'univers du sport parce que moi j'aimerais bien être là, j'adore le sport et moi j'aimerais être la coiffeuse des gymnastes qui ont besoin d'être coiffés au dernier moment? Ou est-ce que j'aimerais être la coiffeuse qui vient travailler au domicile des personnes? Ou est-ce que j'aimerais être la coiffeuse qui travaille dans le petit salon de coiffure? Ou peut-être que je voudrais être la coiffeuse qui travaille à l'hôpital, etc., etc. Mais si je vous dis, moi, dans ma représentation à moi du métier de coiffeuse, moi, je voudrais être coiffeuse dans les maisons de retraite. Parce que pour moi, être coiffeuse, c'est apporter du bien-être, du réconfort, du plaisir aux personnes. Et ce que je veux, c'est leur apporter du réconfort. Quand je vous explique où je voudrais être coiffeuse, dans ma représentation à moi, encore une fois, même si elle est complètement erronée, c'est pas grave, je suis en train de vous expliquer ce qui me motiverait dans ce métier. Donc, je suis en train d'expliquer qu'est-ce qui me motiverait à travailler. Et bien, ce qui me motiverait, c'est d'apporter du réconfort aux personnes. Mais alors, si c'est ça qui me motive dans le métier de coiffeuse, mais alors j'ai un tas de métiers qui vont me permettre d'apporter du bien-être et du réconfort aux personnes. Si je veux être la coiffeuse sur le plateau de télé parce que je suis très créative, que j'aime les ambiances où ça court partout, etc., je vais aussi trouver plein de métiers, etc., etc. On peut le décliner à l'infini. Et ça n'est qu'en imaginant le métier dans un environnement professionnel qu'on va pouvoir toucher du doigt ça. Et ça peut débloquer des situations où les personnes n'arrivent plus à explorer. On va leur faire préciser où elles se voient exercer ce métier et du coup, on va réussir peut-être à nouveau à élargir et à lui permettre d'expliquer pourquoi elle voudrait faire ce métier-là et peut-être à aller voir d'autres métiers, des métiers satellites en fait. Alors, après, c'est un photolangage, hein, vous allez pouvoir décliner autant de
de consignes que vous voulez. Ça, c'est les plus classiques, mais vous allez pouvoir travailler les savoir-être, par exemple, et se demander, dans cet environnement, quel comportement ont les personnes. Si j'étais la cliente ou l'usager de cet environnement professionnel, je voudrais que les professionnels se comportent de quelle manière. Si j'étais la responsable de cet environnement, je voudrais que les personnes qui travaillent avec moi se comportent comment, etc., etc. Vous allez pouvoir vraiment décliner. L'activité principale, c'est aller sur soi, vous l'avez compris, comprendre ses motivations, ses intérêts, ses valeurs, et surtout qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui donnerait du sens. Dans tous ces outils, on est toujours sur la recherche du sens quand même. Qu'est-ce qui va donner du sens à mes activités professionnelles au sens large. Peut-être que je vais aller sur un autre champ que mes activités professionnelles lucratives. Je vais peut-être décider de prendre un emploi alimentaire, mais parce qu'on m'aura donné la chance et l'opportunité d'explorer largement, peut-être que je vais voir qu'il y a une activité dans un environnement qui est particulièrement importante pour mon épanouissement et que je vais décider de réaliser dans mes temps de loisirs, en fait. C'est possible. Mais moi, j'aurais identifié ce qui est important pour moi. Voilà pour une grosse partie de l'environnement. Est-ce qu'il y a des questions, Nadine, ou Pas à ce stade, des remarques? pas pour le moment, mais n'hésitez pas à partager effectivement vos remarques, vos questions. Alors, je vous laisse noter si vous voulez échanger ou poser des questions. Encore une fois, l'Explorama, c'est un outil modulable. Vous n'allez pas forcément l'utiliser pour toute la construction du projet. Mais il est possible qu'une fois que les personnes ont identifié ce qui était les environnements qui étaient importants pour elles, il est possible d'aller voir les métiers qui s'y exercent. Et à ce moment-là, il existe des correspondances entre chaque environnement professionnel et les métiers qui s'y exercent. Euh, Pardon, excusez-moi, je n'ai pas partagé le bon document. Alors, c'est pas une suite logique, hein. Encore une fois, l'Explorama n'est pas un outil de décision. C'est-à-dire que c'est pas parce que je rêve de travailler à mon domicile ou au domicile des personnes que je vais regarder la correspondance des métiers et que je vais trouver le métier que je vais exercer. L'idée des correspondances, c'est toujours la même chose, c'est élargir le champ des possibles. C'est-à-dire que l'idée des correspondances, c'est de montrer aux personnes que dans un même environnement, il y a différents secteurs d'activité. Et dans chaque secteur d'activité, il y a toujours des métiers qui sont très différents les uns des autres. Donc, on peut proposer aux personnes de regarder des correspondances. Alors, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre, je crois que, alors, une planche qui est souvent choisie, c'est j'aimerais travailler avec les enfants. Voilà, mon rêve, c'est de travailler avec les enfants. Les correspondances, elles vont aller au-delà des métiers qu'on voit sur la planche, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, il va y avoir l'enseignant, la puéricultrice, l'infirmière, etc. Mais l'idée, c'est, je voudrais découvrir tous les métiers qui vont me permettre d'évoluer dans un environnement où il y a des enfants, même si ça n'est pas moi directement qui prend en charge les enfants. C'est-à-dire que dans les correspondances métiers, on va par exemple vous proposer les personnes qui font la maintenance dans les établissements scolaires, les personnes qui vont faire le ménage, on va vous proposer la lingère de la crèche, il va y avoir le photographe scolaire, il va y avoir le conducteur de car scolaire. Donc l'idée, c'est quels sont tous les métiers que je pourrais exercer qui vont me permettre d'être entourée d'enfants, de côtoyer des professionnels qui prennent en charge les enfants, même si moi, je ne les prends pas en charge. Mais au moins, je serai dans cet environnement qui m'attire. Et c'est bien ça qu'on cherche. C'est à élargir au possible. Je rêve de travailler dans l'humanitaire.
Mais je ne pourrais jamais être ni médecin, ni infirmière, ni pompier. Mais par contre, je vais peut-être être la comptable d'une ONG qui, elle, vient en secours aux réfugiés. C'est-à-dire que je vais à aucun moment être directement sur le terrain, mais mon métier sera au service de l'humanitaire. Je vais peut-être être la chargée de com de l'association pour essayer de mettre en valeur toutes nos missions. Je vais peut-être être la personne qui va chercher des partenaires et des sponsors pour qu'on puisse avoir les moyens de faire nos missions, etc., etc. C'est ça l'idée des correspondances dans l'Explorama, c'est ouvrir au maximum. Et c'est aussi pour ça que l'on demande aux personnes de ne jamais se limiter et de retenir le maximum d'environnements qui les attirent. Parce que, encore une fois, si je vois, prenons cet exemple, l'environnement humanitaire, et que je me dis, mais en fait, non, moi déjà, pour X raisons, je ne pourrais pas aller à l'étranger, j'ai pas de formation médicale, je n'ai pas de formation dans le social, mais je vais m'apercevoir que dans les correspondances, il y a toutes sortes de métiers. Et par conséquent, ça peut être de l'agriculteur qui est spécialisé dans la mise au point des semences, encore une fois au comptable ou à la chargée de com, et puis bien sûr tous les métiers du social et du médical et du secours. Mais ça veut dire que finalement, j'ai quasiment aucune planche qui m'est inaccessible, parce qu'il y a toujours une kyrielle de métiers qui se raccrochent aux environnements. Et c'est pour ça que l'on ne part jamais des freins et des limites, y compris si vous accompagnez des personnes qui sont en situation de handicap et qu'on réduit souvent à leur handicap, ça, c'est pas possible pour vous. Mais non, dans un premier temps, tout est possible. Et après, on revient à la réalité, mais parce qu'on a découvert des choses. Un des constats de départ de l'Explorama, c'est qu'il existe en France, de mémoire, entre 12 et 14 000 métiers de recensés. Mais qui connaît 12 000 métiers? Mais personne. D'ailleurs, ça ne servirait pas à grand-chose parce que les métiers évoluent très vite. Mais c'est pour vous dire qu'on est toujours sur les mêmes métiers. On est sur ceux qu'on connaît. Si on en connaît quelques centaines, c'est déjà énorme. Donc là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à explorer et à vraiment ouvrir au maximum le champ des possibles à travers les différents métiers et les différents environnements. Ces correspondances sont mises à jour 2 fois par an et puis on les télécharge régulièrement ou pas d'ailleurs, mais on les télécharge pour pouvoir bénéficier de ces mises à jour, que ce soit dans la version papier ou dans la version numérique. Est-ce qu'il y a des questions, Nadine? Non? Non. Alors, ça, c'est la partie sur les environnements professionnels. Et puis, dans l'Explorama, on a développé aussi une partie sur les compétences. Ce qui veut dire que dans la version papier, vous avez 2 manuels, un manuel qui correspond aux environnements et un manuel qui correspond aux compétences. Alors, il y a des choses classiques sur les compétences que je n'ai pas le temps de développer là, mais moi, il y a une chose qui m'intéressait particulièrement dans les compétences, c'était de travailler sur les savoir-faire et surtout du côté de l'estime de soi. C'est-à-dire qu'on a utilisé à nouveau la photo et ce que l'on voulait, c'était vraiment permettre aux personnes qui ont une estime de soi qui est très faible ou qui a été très abîmée, de pouvoir un peu prendre confiance et surtout de pouvoir identifier qu'elles savent faire beaucoup de choses. Alors pour ça, on a fait des photos de gestes professionnels, donc de savoir-faire. Donc c'est bien ce que je suis capable de réaliser, ce que je suis capable de faire dans une situation donnée, dans un contexte précis et sous contrainte de temps. Alors, je vais repartager mon écran et je vais vous montrer ces photos. Est-ce que c'est bon, Nadine? Oui. Nous avons pris en photo des savoir-faire, des gestes que nous accomplissons plutôt dans notre vie, dans notre sphère personnelle, du quotidien ou de nos loisirs. Donc,
que l'on soit avec des personnes qui ont une expérience professionnelle ou pas, qu'on soit avec des personnes qui estiment ne pas savoir faire grand-chose, on va tous trouver beaucoup de savoir-faire, évidemment. Donc, il y en a une soixantaine. Donc, ce sont des petites vignettes que l'on donne aux personnes. On leur donne le tas de vignettes et on leur dit, voilà, vous allez faire un tri. Vous allez faire deux tas. Un tas de ce que vous savez faire et un tas de ce que vous ne savez pas faire. Même si vous détestez le faire, même si vous détestez passer l'aspirateur, mais que vous savez passer l'aspirateur, vous le conservez, hein, c'est bien. Je sais pas. Je sais le faire, ça veut dire que vous l'avez réalisé au moins une fois dans votre vie. Pas forcément d'une manière professionnelle, hein, mais une fois dans votre vie, vous avez réussi, par exemple, à passer l'aspirateur. Si une vignette ne vous évoque rien, vous ne voyez pas ce qu'on a voulu dire, ça n'a aucune importance, nous ne cherchons pas l'exhaustivité. Il faut le faire le plus spontanément possible, en fait. Donc les personnes vont regarder une à une ces vignettes que je vais vous faire défiler. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment sur la sphère quotidienne ou de loisirs. Donc évidemment, tout le monde sait faire beaucoup de choses et c'est bien ce que l'on cherche. Donc, une fois que les personnes ont fait un tas de ce qu'elles savent faire et un tas de ce qu'elles ne savent pas faire, on va leur demander, physiquement parlant, de reprendre en main le paquet de vignettes de tout ce qu'elles savent faire. C'est vraiment de sous-peser. Et c'est un peu à chaque fois la même réaction, c'est que les personnes disent waouh, je sais faire tout ça. C'est-à-dire que, alors ça ne résout pas le problème d'estime de soi, hein, on est bien d'accord. Mais en 5 minutes, ça met la personne dans une dynamique positive. C'est-à-dire que je commence par constater tout simplement que je sais faire beaucoup de choses. Alors là, il y a souvent des personnes qui vont vous dire, ah, mais il y a plein de choses que je sais faire et qui ne sont pas illustrées par les vignettes, ce qui est tout à fait normal. Donc à ce moment-là, il faut prévoir des petits morceaux de papier blanc et puis leur proposer de dessiner ou d'écrire tout ce qu'elles savent faire et que nous n'avons pas représenté, c'est-à-dire d'enrichir le tas de tous les gestes, de toutes les activités qu'elles savent réaliser. Alors ça, elles vont vous dire ça parce que la créativité s'est mise en marche, parce qu'elles se sont replongées dans des expériences qu'elles ont réellement vécues,
Mais on sait bien que si nous sommes dans un questionnement frontal et direct, ah ben, dites-moi tout ce que vous savez faire, en général, ça ne fonctionne pas très bien, hein. Donc là, en principe, les personnes sont plus créatives. Et puis, une fois qu'elles ont retenu et qu'elles ont constaté qu'elles savaient faire beaucoup de choses, on va leur demander de reprendre le tas de tout ce qu'elles savent faire et de faire un deuxième tri, et cette fois-ci de ne retenir que ce qu'elles aiment faire. Donc, elles vont retrier, et là, elles vont faire j'aime pas, etc. Et ensuite, vous allez retravailler sur le tas des gestes professionnels qu'elles savent et qu'elles aiment faire. Là, vous avez différentes exploitations possibles. La première, c'est que si elles en ont beaucoup, ce qui est souvent le cas, comme tout à l'heure, pour ceux qui connaissent la DVP, hein, on passe à la deuxième phase, on cristallise, c'est-à-dire qu'on leur demande de reprendre toutes les vignettes qu'elles aiment et qu'elles savent faire et de regrouper celles qui, d'après elles, vont ensemble. Donc, de faire des catégories. Donc chacun va faire des catégories différentes, hein, puisqu'on est des personnes différentes. Donc je ne sais pas, moi je vais peut-être faire une catégorie j'aime bricoler, j'aime faire la cuisine et j'aime faire du sport. Voilà, donc chacun fait ses catégories et vous allez retravailler dessus. Alors, où vous voulez vraiment aller sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc., vous pouvez, par exemple, demander aux personnes de prendre deux ou trois activités qu'elles aiment particulièrement faire et de vous raconter une expérience qu'elles ont réellement vécue, où elles ont utilisé ce savoir-faire et où elles ont obtenu un résultat plutôt satisfaisant pour elles. C'est-à-dire que je vous explique que je sais cuisiner. Eh ben, je vais vous raconter que j'ai été capable de cuisiner, de réaliser une recette alors que j'avais pas tous les ingrédients, mais j'ai quand même réussi, donc j'ai été fière, etc. Donc je vais apprendre, déjà en le racontant, je vais intégrer que j'ai ce savoir-faire et je vais m'entraîner à parler de moi en me mettant en valeur. C'est un peu ça qu'on cherche, c'est-à-dire que les personnes prennent un peu l'habitude d'illustrer ce qu'elles savent faire et qu'elles se mettent en valeur. On peut aller de ce côté-là. On peut aller du côté de l'apprentissage. Est-ce que vous aimez cuisiner au point d'en faire un métier, au point de le professionnaliser? C'est-à-dire que est-ce que vous seriez prête à aller suivre une formation pour faire ça de manière professionnelle? Donc, on peut aller réinterroger un peu l'apprentissage. Ça, on peut le faire aussi avec ce que les personnes ne savent pas faire, mais aimeraient peut-être apprendre à faire. Alors, ça tombe bien, Sylvie, puisque ça correspond à une question qui vient d'être posée. Est-ce qu'on peut regarder ce que les personnes ne savent pas faire, mais qu'elles aimeraient apprendre? Oui, bien sûr, hein. C'est une consigne possible, hein. On peut reprendre le tas de tout ce qu'elles ne savent pas faire et leur dire, est-ce que dans ce que vous ne savez pas faire, est-ce que vous aimeriez apprendre à faire des choses? Et c'est pareil, là, on va interroger, vous aimeriez le faire dans votre vie personnelle, vous aimeriez le faire de manière professionnelle, et si c'est de manière professionnelle, ben, jusqu'où vous êtes prêt à vous engager? Est-ce que c'est jusqu'à aller suivre une formation? Et ça peut être intéressant pour des personnes qui ont du mal à se motiver, peut-être parfois justement à professionnaliser et à reprendre un cursus. Voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais donc on peut se demander ce qu'on aimerait apprendre à faire. Et puis, il existe encore des correspondances, c'est-à-dire qu'on peut dire aux personnes, ben voilà, vous aimez cuisiner, je vais garder cet exemple-là. Est-ce que vous pouvez essayer de trouver le maximum de métiers où on peut être amené à cuisiner? Alors, on va peut-être pas cuisiner 8 heures par jour. On va peut-être cuisiner 1 heure par jour, une fois par semaine, je ne sais pas, mais je vais essayer de trouver tous les métiers où je vais pouvoir cuisiner. On demande aux personnes de chercher. C'est bien qu'elles puissent chercher entre deux entretiens si c'est de l'individuel, parce que sous réserve que l'entourage personnel soit soutenant, ça peut être un moyen de chercher avec sa famille, ses amis, ça peut être un moyen de faire rentrer dans l'entourage de la personne le travail qu'elle est en train de faire avec vous aussi. Donc la personne cherche et après,
ben, encore une fois, il y a des anti-sèches dans l'Explorama. On vous donne des correspondances et on va vous montrer tous les métiers où on peut être amené à cuisiner. Alors, bien sûr, il y a le cuisinier, le chef, mais il va y avoir l'assistante de vie qui va cuisiner de temps en temps. Il va y avoir la personne qui travaille, qui est cuisinier, certes, mais qui va être dans un food truck, la personne qui va travailler chez le traiteur, celui qui va travailler dans l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Donc, on fait aussi des liens entre des activités que l'on a dans notre sphère personnelle et qui se retrouvent dans des métiers. Parce qu'en fait, tout ce que l'on fait dans notre sphère personnelle existe de manière professionnelle. Et ça, c'est pas forcément des choses que les personnes ont à l'esprit. Et ça leur montre que l'on peut utiliser ce savoir-faire où on a l'impression que c'est pas si extraordinaire que ça, que de savoir cuisiner, coudre ou tondre une pelouse, mais que je vais pouvoir le retrouver de manière professionnelle dans un métier, en fait. Donc, on a ce travail-là sur les activités professionnelles et on a fait exactement la même chose. Alors là, pardon, sur les gestes professionnels. Ça, c'est plus. Encore une fois, moi, je pensais aux personnes là, qui avaient des problèmes d'estime de soi. C'est davantage fait aux personnes qui ont peu d'expérience professionnelle, donc aux jeunes, aux gens qui ont peu travaillé, qui sont très ou alors très très éloignés de l'emploi. Typiquement, ça a été beaucoup expérimenté aussi auprès des femmes qui n'avaient pas travaillé pendant des années et qui disaient bah, moi, je ne sais rien faire. Et en fait, évidemment, elles savent faire plein de choses. Donc, on a plus pensé à ce public-là et à des personnes qui n'ont pas accès à l'écriture et à la lecture, surtout. Mais on a fait exactement la même chose et ce sont exactement les mêmes consignes avec les activités professionnelles. C'est-à-dire que nous avons recensé toutes les activités professionnelles, encore une fois, qui sont décrites dans les fiches ROM. Donc, on a repris toutes les activités professionnelles, on les a catégorisées, ça nous en a donné à peu près 120. Et là, c'est pareil, on va demander à la personne d'identifier toutes les activités professionnelles qu'elle sait faire ou toutes les activités professionnelles qu'elle aimerait apprendre à faire, puis c'est qu'elle aime faire, et on va faire des liens avec des métiers. Donc là, on est sur un niveau technique assez important, hein. C'est être capable de réaliser un audit, prendre des mesures, communiquer, manager une équipe, tailler des rosiers. Enfin, donc il faut que les personnes sachent lire et aient déjà une expérience quand même professionnelle. Alors, c'est long. Autant ça, c'est très rapide, autant avec les activités professionnelles, c'est long, hein. Ça va demander du temps aux personnes. Mais les gens adorent faire ça, hein, parce qu'ils sont dans leur bulle et ça leur permet de se dire, mais je sais faire tout ça. Et si, par exemple, vous accompagnez des personnes qui sont contraintes de se reconvertir, c'est-à-dire que je suis obligée de me reconvertir, j'adorais faire telle et telle activité dans mon métier, ben, l'activité de réaliser des audits, je peux peut-être le faire dans un autre métier que celui que je suis obligée d'abandonner. L'activité de traduire des textes ou d'utiliser une langue étrangère, je vais peut-être la retrouver dans un autre métier. Encore une fois, là, on a des correspondances. Alors là, on a des correspondances qui sont très larges. Parce que comme les activités viennent des fiches ROM, on a tous les métiers qui reprennent ces activités. Et ça, c'est vraiment utile pour les personnes qui veulent changer de métier, mais aussi sur des personnes qui font un bilan sur tout ce qu'elles sont capables de faire. L'idée étant toujours que c'est sur des petites vignettes et l'idée étant toujours de faire manipuler au maximum la personne, hein. On le sait, plus les personnes manipulent, plus elles sont en contact avec les photos, avec les écrits, etc., plus elles vont être concentrées sur leurs tâches et elles vont être sur elles, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on cherche. Vous l'avez compris, hein, l'idée, c'est que c'est un support de médiation et comme dans tous ces outils éducatifs, on fait un pas de côté, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, jamais dans le questionnement frontal et direct. On utilise toujours un support pour prendre un peu de recul, pour voir sa situation différemment et du coup pour être plus créatif. Et on s'autorise à être plus créatif, pas pour le plaisir d'être créatif ou de rêver, hein,
mais pour se donner plus de chances, pour découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé spontanément et aller découvrir peut-être des idées de métier ou d'environnement qui nous seraient jamais venues à l'esprit. La partie compétences n'existe pas dans la version numérique, elle n'existe que dans la version papier, parce que lorsque j'ai expérimenté les vignettes gestes de manière numérique, c'était trop fastidieux pour les personnes, j'étais pas très contente de la façon dont ça fonctionnait, donc je ne l'ai pas gardé dans la version numérique. Voilà pour ce que je pouvais vous dire de l'Explorama. Donc, je peux vous faire juste un tout petit rappel sur ce qui compose l'Explorama, puis je vais peut-être pouvoir répondre à Oui. des questions si vous en avez. Bah, effectivement, du coup, il y a une question, mais qui porte en fait sur les modalités d'utilisation de l'Explorama. Donc, je pense que c'est la partie sur laquelle on arrive maintenant. De quoi c'est composé, comment on l'anime, la formation des animateurs, etc. Alors, oui, alors donc dans la version papier, vous trouvez les 48 photos que je vous ai montrées qui sont sur des planches plastifiées à un format A4. Vous trouvez, alors je suis désolée, mon PowerPoint est faux. En fait, il y a deux manuels. Un manuel pour animer avec les planches photos d'environnement et un manuel pour animer la partie compétences. Dans le manuel, vous avez à chaque fois une quinzaine d'activités professionnelles ou pour l'utiliser en entretien ou pour l'utiliser en collectif. Donc à chaque fois, on vous distingue comment mener l'entretien et comment animer votre atelier collectif. Vous avez ensuite les vignettes gestes que l'on vient de voir et les fameuses activités professionnelles. Donc tout ça est dans une grosse boîte, voilà. Et Et dans donc, l'application Sylvie, numérique, pour, oui, pour oui, ceux qui ont les anciennes versions papier, donc oui. il y a une question, est-ce qu'on y retrouve les 126 activités professionnelles? Alors, nous en sommes à la cinquième version, donc ça dépend si vous avez une version très collector ou pas. Si vous avez l'avant-dernière version, c'est-à-dire une boîte en plastique bleu et un manuel bleu, vous avez des activités professionnelles qui n'ont pas été mises à jour, mais qui sont encore vraiment utilisables hein, pour la plupart. Par contre, les vignettes gestes ne sont pas forcément en couleur. Et surtout, vous n'avez pas les correspondances avec les métiers. Je les ai rajoutées que dans la dernière version. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense, et il y a une question complémentaire, pour les versions papier, peut-on charger les mises à jour des environnements professionnels? Charger les mises à jour. C'est-à-dire que non, si vous avez... Alors, si Charger vous les avez... correspondances, peut-être Ah, plus. les correspondances, hein, Bah, je enfin, pense. hmm. Oui, j'imagine que c'est ça. Les photos, donc on a gardé 48 environnements. Les thèmes des environnements sont les mêmes. C'est-à-dire que l'environnement qu'on vient de voir, là par exemple le 41, c'est l'humanitaire. C'était déjà l'humanitaire dans la version d'avant. Les photos n'ont pas été actualisées. Par contre, vous pouvez bénéficier des nouvelles correspondances. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail et je vous attribuerai un code pour pouvoir aller les télécharger. Ça, c'est possible. Et donc, juste pour être sûr d'avoir bien compris, il y a une question sur le téléchargement des nouvelles photos. Là, Non, alors vous ne entre... pourrez pas télécharger les photos. Vous pourrez télécharger les correspondances entre les photos d'environnement et les métiers. Et ces photos n'ont pas été modifiées, Sylvie, c'est ce que vous avez dit, entre la version 4 et la version 5. Alors, toutes les photos ont été actualisées, mais le thème de la planche est le D'accord. même. D'accord? Donc, alors, on les a actualisés parce qu'il y a des environnements qui ont bougé, qui ne sont plus les mêmes. L'environnement du numérique, par exemple, n'est plus le même. Donc, on a actualisé toutes les photos. Mais la planche numéro un représente toujours le même thème que dans l'ancienne version. C'est toujours travailler sur un petit chantier ou travailler avec des enfants, etc. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, et donc, pour ceux qui n'auraient pas les 126 activités, est-ce qu'on peut les télécharger? Non plus.
Mm, Non, on ne peut pas télécharger les activités. Ou on continue à utiliser son ancienne version ou mm, mm. on se dote de la nouvelle version. Malheureusement, je ne peux pas répondre autre chose. Alors, j'en profite pour dire, vous l'avez vu sûrement parce que on l'avait déjà indiqué dans la présentation du webinaire donc, que vous avez lu pour vous inscrire aujourd'hui. Le Cariforef a acquis la dernière version et vous pouvez l'emprunter gratuitement au niveau du service doc. Et ça vous permet, donc, nous, l'objectif, c'est que ça circule entre les structures, mais que ça vous permette un peu de tester avant de faire l'acquisition de l'outil pour voir si ça vous convient. Enfin voilà, et si en effet ça vous convient, que vous puissiez ensuite faire l'achat. Donc vous aviez le lien dans le descriptif du webinaire. Et puis, ça peut être un moyen aussi de l'emprunter, puis de vous entraîner une fois à l'utiliser pour voir si ça correspond aussi à vos types d'animation, hein. Donc voilà pour la version papier. Et puis dans l'application numérique, vous retrouvez les mêmes photos d'environnement. Donc en fait, que la personne fait défiler à son rythme sur un écran. Alors ça peut être un écran d'ordinateur, une tablette ou un téléphone, mais moi je déconseille vraiment sur le téléphone parce que c'est petit. La personne clique à chaque fois qu'elle veut retenir un environnement. Une fois qu'elle a retenu son environnement, elle va avoir un rapport qui lui redonne en petit tous les environnements qu'elle a retenus. Et vous, professionnels, vous avez également tous les environnements retenus par la personne et vous avez automatiquement les correspondances métiers entre les environnements retenus par la personne et les métiers qui peuvent s'exercer dans cet environnement. Ces correspondances ne sont pas données automatiquement aux bénéficiaires et c'est volontaire. Je ne voulais surtout pas que l'Explorama soit perçu comme je choisis mon environnement et hop, je vais tout de suite trouver le métier que je peux faire. Vous l'avez compris, c'est pas du tout ça l'objectif. Donc les correspondances ne sont que pour vous. Vous avez un manuel à télécharger et puis donc le rapport automatique et les correspondances. Voilà. Donc l'application numérique a vraiment été pensée pour l'individuel, pour les entretiens individuels. L'application papier s'utilise aussi bien en individuel qu'en collectif. Et la version pardon, papier est beaucoup plus souple et modulable que la version numérique. Voilà ce Alors, que je peux vous dire. On peut peut-être répondre aux questions maintenant. oui, une question, une remarque, le support papier est peut-être plus conseillé pour que la personne manipule des planches. Entre autres, oui, oui, c'est un des aspects de la version papier et un des avantages. Y compris avec des jeunes qui sont très familiarisés et qui peuvent adorer travailler avec des écrans, on voit bien que quand on leur propose de manipuler des choses, en fait, ils aiment ça et surtout, ça leur permet de réfléchir et d'appréhender les choses différemment. Donc, c'est assez important. Pédagogiquement, personnellement, je trouve que c'est plus riche. Alors, quel est le coût de ces deux versions, Sylvie? Alors, c'est une bonne question. Alors, la version papier, donc la boîte qui comprend tout, coûte 158 euros TTC. La version numérique, en fait, l'idée, c'est que vous avez un compte, vous, professionnel, et vous achetez des accès que l'on crédite dans votre compte, et vous attribuez un accès à chaque personne accompagnée. Donc, vous allez acheter les accès en fonction de vos besoins. Soit vous êtes dans une structure où il y a énormément de personnes accompagnées et vous êtes plusieurs conseillers. Et à ce moment-là, vous avez intérêt à prendre un abonnement, c'est-à-dire vous prenez un abonnement annuel et pendant 12 mois consécutifs, vous pouvez attribuer autant d'accès à autant de personnes accompagnées que vous voulez. Et chaque conseiller aura son compte. Et cet abonnement coûte 320 euros. Soit vous êtes à votre compte ou vous êtes dans une toute petite structure et vous n'allez acheter que un certain nombre de parcours. C'est-à-dire que vous allez peut-être en acheter d'accès, que nous on appelle des parcours. Vous allez peut-être acheter 10 accès ou 50 accès
Plus vous en achetez, moins ça coûte cher, évidemment. Si vous achetez que 10 accès, ça va vous coûter 6 euros l'accès. Et si vous en achetez 300, ça va vous coûter 1 euro l'accès par personne, sachant que si vous achetez, je sais pas, 100 accès, ils ont une durée illimitée dans le temps. Vous pouvez mettre 10 ans pour les utiliser, en fait, hein. Ils vont pas se périmer et vous bénéficierez forcément des mises à jour qui seront gratuites et qui seront automatiques. Voilà. Mais je pense que de toute façon, je crois que vous avez mis un lien dans le PowerPoint qui vous sera envoyé. Vous aurez un lien, je pense, vers l'achat du matériel, je pense. On va faire en sorte qu'il y soit. Hein, voilà, ça sera peut-être plus clair. Avez-vous Je... d'autres questions ou des Voilà, alors, remarques peut-être? dans l'immédiat, ne voyant pas de questions arriver, moi j'ai envie de vous en poser une. C'est avez-vous déjà utilisé l'Explorama avec un public? Si vous pouvez répondre en mettant un petit pouce pour ceux qui ont déjà utilisé. Euh, c'est intéressant aussi, ça nous permet de savoir un petit peu comment vous vous situez. Euh, Ah oui, d'accord. Enfin, vous mettez des pouces à l'écran. Bon, alors, ça a été si rapide que je ne pense pas pouvoir comptabiliser. Est-ce que vous pouvez en fait faire répondre à ma question avec un pouce en emoji? Voilà, merci. Et donc, on en profite peut-être parce qu'on est à quelques minutes de la fin pour vous informer aussi que dans la continuité de ce webinaire, on a prévu d'organiser une journée de prise en main de l'outil avec Madame Daré à Nantes. Alors, je viens de vous poster le lien dans la fenêtre de conversation le 29 janvier. Donc là, dans l'idée d'aller forcément un petit peu plus loin dans la mise en pratique finalement de ces outils pour que vous soyez ensuite autonome pour les animer. Et d'ailleurs, je reviens sur une question qui a été posée tout à l'heure. Y a-t-il une liste des personnes formées pour pouvoir orienter le public vers ces personnes, Sylvie? Alors, il n'y a pas de liste parce que c'est énorme en fait. Je peux donner des. Je sais qu'il y a beaucoup de psychologues de France Travail dans différentes régions qui ont été formés. J'ai formé beaucoup de personnes dans les CESAD, les ESAT, enfin toutes les personnes qui accompagnent notamment des jeunes ou des adultes en situation de handicap. C'est beaucoup utilisé dans les missions locales. J'ai formé beaucoup de missions locales. Je pourrais vous donner des listes de types de structures, mais de personnes, c'est impossible. Il y en a trop, en fait, et il faudrait que je leur demande leur autorisation, surtout. Alors, je vous confirme que c'est bien à Nantes, hein, la journée de formation. Euh, hein, la question vient d'être posée, ça n'est pas en distanciel, le 29 janvier. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire sans tarder parce que on a publié en fait pour information l'offre du premier semestre 2026 au début de la semaine. Et sur cette action, il y a déjà des inscrits. Donc voilà, les places vont être limitées et je pense qu'elles vont partir vite. Si je reviens sur les questions, en tout cas un témoignage de Sophie qui utilise déjà depuis 4 5 ans, mais vos informations, Sylvie, m'ont ouvert sur l'utilisation des photogestes. Donc, il y a l'outil, puis il y a vraiment comment l'utiliser, c'est essentiel. Et alors, une question concrète, y a-t-il un délai de temps entre l'achat et l'utilisation de la version numérique ou est-ce instantané? Alors, c'est pas quelque chose qui est automatique, donc ça va se faire dans la journée. Alors, si vous le faites le week-end, il va falloir attendre le lundi matin. Si vous le faites en semaine, vous l'aurez quelques heures après, au maximum. Parfait. Et donc,
à la question, avez-vous déjà utilisé l'Explorama avec un public? Il y a 6 pouces, ce qui veut dire que vous êtes une quarantaine et que la majorité d'entre vous, finalement, s'intéressent à l'outil, mais ne le connaissent pas. Je ne vois pas de questions arriver. Est-ce que Sylvie, vous voudriez voilà, passer quelques messages avant qu'on termine ce webinaire? Ben non, le principal message, c'est que si vous avez des questions auxquelles j'ai pas pu répondre là, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone et je vous répondrai avec plaisir. On pourra prendre le temps d'échanger si vous avez besoin. Et s'il n'y a pas d'autres questions, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier le CARIF et Nadine plus particulièrement, et puis à vous remercier tous de votre présence. J'espère en tous les cas que ça a été suffisamment assez clair pour que vous ayez une idée de ce qu'est cet outil. Eh bien, il y a beaucoup de remerciements également dans la fenêtre de conversation. Et puis, par exemple, Céline qui dit, je ne l'ai pas utilisé, mais je vois de nombreuses possibilités pour mes accompagnements. Et donc, on vous confirme qu'on vous envoie le support avec les liens vers les kits numériques papier et puis l'adresse mail pour pouvoir, Sylvie, éventuellement vous contacter pour des questions, voire pour la mise à jour des correspondances métiers. Ben, un grand merci, une très belle journée à tous alors. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.